J'avais appelé ça donner de l'amour à des haters. Ils me recontactent. À l'époque, c'était la villa des cœurs brisés. Les gens pensent qu'on est leurs Sims. Plus d'1 an de solitude complète, c'est-à-dire personne dans mes DM. Comment tu fais pour t'aimer soi-même ? C'est un choix. Il me dit souvent que l'amour, c'est un choix. Moi, je le vois un peu comme un trou noir, comme un vide, comme un abandon complet. Fais une liste avec les défauts, on va dire, que ton ex avait ou tes ex avaient. On s'est fabriqué un projet tantrisme, on a appelé ça. L'amitié s'est brisée parce que ça n'allait plus. La remise en question amicale, je trouve qu'elle est rare et dure. Arrête de te... Tu sais que j'ai l'impression d'être Francis Lalanne dans ton interview, merde. Allez. On est bon ? On est bon. Allez, let's go. Yamina. Salut. David. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va, en forme. Bienvenue dans l'effet papillon. Merci pour l'invitation. Très content de te recevoir. Je suis contente d'être ici. Et merci pour les, comme d'habitude, pour les retours. Les podcasts démarrent très bien. On a des super retours. Les réels marchent super bien également, donc trop content. Franchement, c'est Fière de toi. Moi. Ouais, franchement, c'est un bon départ et tout. Et les invités ont plein de choses à raconter. Et je suis sûr que cet épisode sera encore super bien. Je pense qu'on va parler de plein de trucs intéressants. J'ai hâte. Moi aussi. Alors, on commence très rapidement par une petite présentation. Je te pose des questions, tu réponds rapidement pour que les gens puissent apprendre à te connaître. Et après, on va passer à tes effets papillons. Let's go. Let's go. Je suis très en mode question, j'attends. J'ai pris le truc vachement à cœur. Est-ce que tu as un vachement buzzer sérieux. Mais à fond, tu t'es pas, on aurait dit, il n'y a pas de mauvaise réponse, quoi, en fait. Non. Donc on Enfin, peut il y en a peut-être une qui peut t'amener des problèmes. Ok. Du coup, nom, prénom, âge. Nia Yamina et 35 ans. Nia Yamina. Ouais, c'est stylé un peu. Au début, je pensais que c'était un pseudo. Non, Nia. tellement c'est stylé. C'est stylé. Je sais, c'est mon vrai nom. Quel âge ? 35. Ton métier ? Créatrice de contenu qui n'en crée pas pour l'instant. Si c'était un métier, je dirais celui-là. Globalement, créatrice de contenu. Ouais, créatrice de contenu. Une chose que tu as faite, une chose illégale que tu as faite dernièrement ou dans le passé. Franchement, j'ai jamais rien fait d'illégal. Oh, Une fois dans ma vie, j'ai volé un Malabar. Je crois que j'avais 8 ans. Le lendemain, j'étais tellement rongée par la culpabilité que je suis repartie donner, à l'époque, c'était 15 centimes de francs, comme ça, au buraliste, et il était là en mode qu'est-ce qu'elle veut ? Genre vraiment, l'illégalité, ça me fait trop peur. Tu détestes ça ? Genre vraiment, ouais, je peux Genre pas. t'as peur des conséquences ? Ouais, rouler sur la piste cyclable avec un scooter, c'est un truc illégal, c'est le seul truc à la limite que je fais de temps en temps, désolé aux cyclistes. Mais vraiment, je suis la meuf qui fait rien d'illégal. C'est beau. Oui. Bon, on n'aura pas de trucs croustillants à se mettre sous la dent. Hobby ? La couture. Ok. Franchement, les podcasts, c'est un hobby en vrai. Je conseille à tout le monde d'écouter les podcasts. En vrai, c'est même un métier. Hein. La lecture. J'aime bien les choses créatives. Franchement, cuisine, ma plus grande passion. Tiens, d'ailleurs, en parlant de lecture, si tu devais regarder un seul film, livre ou musique ? Genre un chacun seul. Ou juste entre les livres, la musique et les films ? Ou un titre de chaque ? Un titre de chaque. Un livre ? Think Like a Monk de Jay Shetty. Think Like a Monk de Jay Shetty. Pensez comme un moine. C'est vraiment un livre sur la spiritualité. En fait, il est parti vivre comme un moine. Et en fait, il a tiré ses enseignements. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer dans la vie de tous les jours, en fait ? Qu'est-ce qu'on pourrait tirer de la vie des moines dans la société actuelle ? Il est génial. En musique, c'est hyper dur. J'aime tellement la musique que... Oh mon Dieu, je devais choisir une musique à écouter jusqu'à la fin de ma vie. Faut que tu m'aides. Je sais pas. En fait, il y a son copain qui est derrière. Ouais, grave. Et je suis là en mode musique qui me définit. Film Le Seigneur des Anneaux. Ça me définit pas, mais j'aime trop le Seigneur des Anneaux. J'ai jamais vu, je peux pas te dire. C'est vrai, Seigneur des Anneaux pour le côté fantastique, pour le côté sauver la planète, pour le côté bien mal, mais même dans le bien il y a du mal. Enfin, génial. Seigneur des Anneaux pour tout ce qu'il représente. Et le côté imagination, le côté les différentes créatures, donc qui reflètent les différents humains et tout. Enfin, il y a tellement de métaphores dans ce film et je le trouve tellement beau. Donc les Seigneurs des Anneaux. Ah oui, c'est vrai. Musique, elle serait pas connue, mais ça serait pas Chamama. Vraiment meuf perchée. Mais c'est genre une musique qui te dit, c'est une musique en anglais d'une chorale et c'est une musique spirituelle qui te dit qu'en fait on est tous de la terre-mère et qu'on a envie d'être libres comme des oiseaux. Je sens que ce podcast va être très spirituel. Qu'une fois qu'on meurt, on retourne à la terre. C'est quelque chose de très beau. Ok. On mettra un extrait. Ah non, on peut pas mettre d'extrait. On va mettre d'extrait.
exprès, je À trouve que la cause chanson. des- Pachamama. I'm coming home. Voilà. Ça n'a aucun sens. Wow, alors si quelqu'un va cliquer sur cette musique après cet extrait, Ça lui changera peut-être sa vie. clairement. La chose dont tu es le plus fier jusqu'à présent? La personne que je suis, en fait. En vrai, l'humain que je suis est plutôt cool. Et je suis fière de... Parce qu'on vit quand même dans un monde, je pense, qui est violent et on vit surtout beaucoup de choses en ce moment. Et je trouve que je m'en suis bien sortie. Je trouve que j'ai des belles valeurs, je trouve que je suis bienveillante et je suis gentille et c'est sous-coté. Donc, je pense que, ouais, j'ai pas une plus grande fierté que de pouvoir me regarder en face dans le miroir et dire « Je t'aime, quoi, vraiment ». C'est ma plus grande fierté. C'est beau. Oui. La chose qu'il faudrait retenir à ton enterrement. Qu'est-ce qu'on retient Genre de un toi? truc à écrire sur Ouais, un épitaphe, par exemple. sur le... je dirais l'amour, parce que de toute façon, l'amour, pas mal de solitude, je dirais qu'elle a toujours cru en l'amour, même si la solitude était son seul compagnon. Ou un truc dans le genre, quoi. Ou même si elle a connu la solitude, mais un truc un peu stylé comme Parce que là, ça. c'est un peu triste, là, Ouais, comme ça. mais non, c'est beau, parce que j'ai toujours cru en l'amour, tu vois, c'est de la résilience. Bah, ça Je va trouve que c'est une belle ça va être un qualité, des quoi. effets papillons, donc ça tombe bien. C'est vrai, bah voilà. Donc c'est vraiment ça. J'ai l'habitude de commencer le podcast par l'effet papillon de la rencontre avec l'invité. Parce que j'aime bien, donc pour ceux qui découvrent le podcast, ce que j'aime dans l'effet papillon, c'est le fait qu'un événement lambda devienne un événement incroyable au fil du temps. Et notamment au fil des rencontres que tu peux faire avec les personnes, mais on en viendra également là aussi sur ça. Mais la façon dont tu rencontres les gens est parfois anodine, et peut-être des mois, des années après, elles amènent sur des trucs, des belles amitiés, des belles relations amoureuses, des beaux partenariats de travail, des connexions, etc. Et du coup, à chaque fois, j'aime bien montrer comment une rencontre se fait et qu'est-ce qui en découle de ça. Stylé. Merci. Donc du coup, est-ce que tu veux faire l'effet papillon de notre rencontre ou tu veux que je le fasse? Vas-y, fais-le. Ah non, fais-le. Tu veux que je raconte? Alors tu me dis si je me trompe, mais je crois que c'était comme ça. Donc du coup, moi je connaissais ton ex-compagnon parce qu'il sortait beaucoup dans un endroit où moi je mixais. Et il savait que en dehors du fait que je fasse de la musique, je fais aussi de la photo vidéo, principalement même. Et toi, vu que tu crées du contenu, t'achètes beaucoup de matériel. Beaucoup de matériel dont tu ne te sers pas des fois. C'est vrai, c'est souvent. Et du coup, t'avais un problème avec ton matériel. Non, c'est pas comme ça. C'était pas ça? C'est avant ça, ce qui nous a mis en contact, c'est t'avais un projet où tu voulais faire une histoire d'amour Oui. à l'envers. Mais je croyais que c'était Du après coup, ça. ta pote, Annie, elle nous avait... Non, c'était avant. Elle nous avait d'abord mis en contact pour ça. On devait parler de ce fameux projet et en même temps, je t'avais demandé le jour où t'étais venu, on devait C'est vrai. d'abord brainstormer sur ce projet. Il en est où ce projet d'ailleurs? De Parce la que vidéo? c'était stylé en vrai, faut que tu le fasses un jour. Ben grave, mais du coup, j'ai plus le couple. Oui, mais t'as l'idée. En gros, c'était l'histoire d'un couple, mais à l'envers. Et tu m'as dit, viens me dîner à la maison un soir, comme ça on se rencontre, on fait connaissance, et puis en même temps, tu me parles de ton projet, moi je te parle de mes problèmes, et on fait tout. C'est ça. Après quelques faritas, C'est ça. j'ai pas réussi à faire marcher ton appareil, de toute façon il était cassé. On n'a pas fait ton projet, On n'a pas fait le mais projet, l'amitié a fonctionné. mais on s'est super bien entendu. D'ailleurs, en parlant de photos, vidéos, création, etc., on va passer à ton premier effet papillon. La télé-réalité. Ah ouais, le premier. En vrai, c'est même pas le premier, parce qu'il y en a eu un avant à la télé, c'est que moi, je revenais de l'étranger, je voulais utiliser la langue étrangère, et je m'étais dit, j'ai envie de faire hôtesse de l'air, ou j'ai envie d'aller... En fait, j'ai envie de voyager, j'ai envie de changer toute ma vie, j'ai envie de voir des nouveaux horizons. Et en fait, en parallèle, je sortais d'une grosse rupture. Et en fait, ma sœur, à l'époque, regardait beaucoup la télé. Moi, je connaissais pas trop, je venais de rentrer des États-Unis. Et elle me dit, tu devrais trop faire de télé. Franchement, t'es trop une amoureuse de l'amour, t'as trop de punchline, t'as du caractère, ça tirait tellement bien. T'avais quel âge à l'époque? J'avais 26 ans. Et elle faisait que me rabâcher ça. Et je dis, bah vas-y, si tu trouves un casting, inscris-moi. Donc elle trouve un casting, etc. Je remplis le truc en ligne. Il me recontacte. À l'époque, c'était la Villa des Cœurs Brisés. Et il me propose... des candidats, en gros, il y avait des mecs qui étaient là-bas et je devais y aller pour quelqu'un en fait. Et les mecs qui me proposent, il y en avait 2 que j'aimais bien, mais au final ils étaient pris au moment où je devais rentrer. Et là elle me propose 2 autres candidats et je lui dis bah non, j'aime pas en fait, c'est pas ma vibe. Elle me dit non mais tu vas passer à la télé, tu te rends pas compte. Je dis bah non mais moi je viens pas pour passer à la télé, je viens vraiment pour kiffer et Moi, trouver l'amour quoi. Je veux l'amour. Et du coup ils avaient adoré cette réponse et ils m'ont dit bah on va garder ton profil. Donc je devais aller en prétendante à la base
dans la Villa des Cœurs Brisés. De là, j'ai dit non. Et du coup, on m'a mis 1 mois et demi plus tard, on m'a rappelé pour faire une autre émission qui était un nouveau concept, qui était au final 10 couples parfaits, première saison. Donc vraiment, on m'a vendu ça en mode, il va y avoir du sport, de la compétition, il va y avoir de l'amour, il va y avoir de la psychologie, il va y avoir de la stratégie. C'est vraiment ce que j'ai retrouvé pour le coup dans cette première émission. Et du coup, c'était une bonne première expérience. Franchement, c'était une bonne première expérience. Je me dis, avoir les caméras sur toi tout le temps, être entouré de gens que tu connais pas, dormir avec des gens que tu connais pas, vivre avec des gens que tu connais pas, etc. On est comment mentalement dans ces trucs-là? J'avais eu de la chance d'avoir été au pair pendant 3 ans, donc j'avais déjà vécu chez des gens 24 heures sur 24. Donc, et je viens d'une famille où franchement tout le monde est avec tout le monde, on rigole. Donc moi, j'étais pas tellement dérangée par le fait qu'il y ait tout le monde. C'était les caméras. Le plus d'avoir des caméras 24 heures sur 24 sur toi, c'est tu fais attention à ce que tu dis au début. Et au bout d'un moment, tu les oublies. Après, là où j'ai apprécié, c'est que personne n'était connu dans la première émission que j'ai faite. C'était pas un monde de télé-réalité où il y a des grosses têtes, il y a des gens qui sont connus. Donc en fait, au final, ça a été une bonne expérience. J'étais à l'aise. Ça a été plus les 2 autres que j'ai fait où là, il y avait des grosses têtes qui a été compliqué pour moi. Mais ce que je peux dire, c'est que quand on reste 1 mois et demi enfermé, on n'a plus de notion du temps. Les gens nous énervent plus facilement, on est plus facilement irritable aussi parce qu'on vit en colocation, mais ça même hors caméra, je pense que ça serait valable. Mais le fait d'être filmé et d'avoir de la présence sur 1 mois et demi et d'avoir des heures de tournage qui sont assez étendues, de 8h du matin jusqu'à parfois 2-3 heures du matin. C'est long. Ouais, t'as des coupures au milieu, mais en vrai, tu te reposes jamais vraiment. C'est long. Et d'avoir toutes ces interviews le soir, etc., c'est assez fatigant et au bout d'un moment, t'as envie de rentrer chez toi, quoi. Donc, c'était une expérience particulière. Mais ça m'a aussi appris plein de choses pour l'effet papillon suivant qui est Insta, parce qu'au final, ça m'a appris l'image, ça m'a appris de regarder comment c'était filmé, comment marchait le son, comment plein de choses fonctionnaient. Je savais même pas ce que c'était le métier de l'influence à la base. Donc, au final, parce que quand tu l'as fait, c'était quoi? C'était il y a 10 ans? 2017. De quoi? Non, attends, c'était quoi, il y a 8 ans, 7 ans? Ouais, 2017. On est quoi, 2025? 2024? 2024. Wow. 2016. J'ai commencé Insta 2017, donc 2016. Ça fait 8 ans. Ouais. Et il y avait vachement moins ce truc-là de réseaux sociaux, Ouais, c'était les débuts. Les gens venaient pas en télé-réalité Non. en imaginant que, ok, du coup, je vais faire monter mes followers, du coup, je pourrais vendre ça, etc. Ouais. Il n'y avait pas tout ça. Il y avait, mais moi, je connaissais pas. C'est-à-dire qu'il y avait... T'étais un peu innocente sur le truc parce que j'ai compris ça dans les 2 troisième télé où j'étais avec des gens rodés. Mais là, la première émission que j'ai faite, c'est vraiment que des gens pas connus, en fait. C'était quoi les 2 autres télés? Je me rappelle plus. La Villa des Cœurs Brisés, du coup, cette fois-ci en candidate, vu que j'avais déjà la notoriété en candidat principal? Ouais, pas en prétendante comme j'aurais dû le faire de base. Et ensuite, j'ai fait Les Vacances des Anges. D'accord, ok. Ouais. Et ça, plus compliqué. Là, d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression que c'est très axé du coup sur les grosses têtes. Ouais. On va dire. C'est plus le milieu de la télé pur et dur. C'est plus. Et ce côté-là un peu. Les feux de... Moi, je compare ça un peu au feu de l'amour. C'est surtout qu'en fait, tu as des candidats qui savent comment le système fonctionne. En fait, c'est comme tout dans la vie et comme même des influx. Ça marche sur Instagram, sur plein même de médias. C'est une fois que tu connais le système, tu te dis les gens veulent ça, donc ils veulent de la tromperie, ils veulent de la méchanceté, ils veulent ça, donc je vais leur donner ça. Et je trouve ça dommage parce que ce n'est que le reflet de la société. En fait, on s'arrête même sur des vidéos sur Insta, celles qui font le plus de vues, c'est là où il y a le plus de clash, où il y a de la tromperie, où il y a énormément d'amour aussi, tu vois. Mais c'est que des choses qui sont à leur apogée, qui sont hyper dans l'émotion haute. On n'a plus de normalité, on n'a plus de belles amitiés, on n'a plus de choses qui sont juste belles ou pures, quoi. On n'a que de c'est l'extrême. Ouais, c'est l'extrême, voilà, c'est ça que je cherchais. C'est vrai que quand tu scrolles sur Instagram, etc., t'as souvent tendance à t'arrêter sur la personne de télé-réalité qui fait son petit drama, qui engueule l'autre, qui insulte l'autre, qui ceci. Ouais, mais même au-delà de la télé-réalité, je pense que ça marche sur plein d'autres... Oui, sur plein de choses. Sur tout, en fait. Ça, c'est clair. Donc du coup, au final, c'est ce que je disais, la télé-réalité, c'est parfois malheureusement qu'un reflet de la société, tu vois, qu'il faut changer. Je pense que... Tu penses que ça reflète la société? Ouais, je pense que... En fait, moi, j'ai l'impression que c'est un peu Moi, je trouve que c'est l'arbre qui cache la forêt. Mais ça peut être ça et l'inverse. En gros, la télé nous donne ce qu'elle veut nous donner, certes, mais ce qu'elle pense aussi qui fonctionne, en fait. Si demain, les gens arrêtaient de regarder la télé, si demain, les gens arrêtaient sur les réseaux sociaux de regarder des meufs à moitié à poil qui dansent, si les mecs ou les meufs arrêtaient de consommer ce qu'elles consomment sur les réseaux, s'il n'y a plus de vues, ils changent, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas ça qui a été... Parce que là, tu vois, depuis 2 ans, tu vois, il y a quasiment plus d'émissions de télé sur les chaînes TNT. Est-ce qu'il n'y a pas eu un ras-le-bol des gens et du coup les gens se sont... Enfin tu vois, là les gens en parlaient parce que tu vois, il n'y a plus d'audience donc ils ont arrêté. Exactement.
Donc il y a les deux. Il y a la télé qui fait pas d'effort, je trouve, à se renouveler, qui a pas ce temps d'avance en fait. Là où on devrait, ça existe un peu plus sur les réseaux et encore, il y a on essaie de faire juste ce qui marche, mais il y a pas ce truc de dire je vais être avant-gardiste et je vais donner quelque chose de mieux pour les gens à consommer. C'est ce que j'essaie de faire, c'est pour ça d'ailleurs que j'arrête pour l'instant pour essayer vraiment de voir ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que je peux apporter sur les réseaux. Mais maintenant qu'on a dit stop, la télé le fait plus. Je sais pas si on peut attendre de la télé de donner quelque chose de mieux en fait. Moi, je t'avoue, j'avais pas de souvenir de toi dans la télé, tu vois, donc je peux pas te dire comment t'étais, etc. J'ai aucun souvenir, donc on parlera pas de ça. Mais en revanche, moi, c'est plus le côté après, par exemple. Est-ce que déjà t'as vu une différence au moment où t'es sorti, entre guillemets, au moment de la diffusion, du coup? Est-ce que t'as vu une différence, par exemple, dans la rue, sur les réseaux, etc. Est-ce que ça a pris d'un coup? Ou est-ce que t'as créé ta communauté après? Qu'est-ce que t'as fait, en fait? C'est quoi le switch? Moi, dès que c'est sorti, ça a pris, parce que j'étais la personne qui a été le plus suivie de mon émission, en tout cas. Je pense que les gens se sont dit, pas pour me gonfler ou quoi, mais sincèrement, enfin une meuf qui a un cerveau et qui peut avoir du caractère. Un petit peu, j'étais moi-même, en vrai, j'étais comme je suis dans la vie, quoi. Okay. Et c'est l'avantage que j'ai eu, c'est qu'il n'y a pas eu un contre-coup dans mon ego ou dans la façon dont je suis, parce que ce que j'ai montré à la télé, c'est ce que j'étais, en fait. Donc j'ai eu cette chance de pouvoir être hyper authentique même sur mes réseaux après. Je suis quelqu'un, j'avais déjà un certain âge, j'avais déjà 26 ans, là. Il y en a beaucoup, on n'oublie pas qu'ils ont que 20 ans quoi. Ouais. Et moi j'ai vachement été en mode je faisais même pas de partenariat au début, je faisais juste j'étais en train de promouvoir des petites marques françaises, j'étais à fond en mode c'est trop marrant les réseaux et tout, je me rendais pas compte qu'on pouvait se faire de l'argent, j'étais vraiment tellement déconnectée du matériel et des raisons pour lesquelles plein de gens vont dans la télé, c'est-à-dire booster son ego, être connu ou avoir de l'argent. Moi, j'étais là pour le fun, pour l'amour. J'étais là en mode, c'est trop cool, quoi, vraiment. Et après, j'ai compris, par contre, que j'avais une visibilité, j'ai compris que j'avais une voix, j'ai compris que les gens pouvaient te donner énormément d'amour, parce que les critiques, ça, c'est quelque chose dont... j'étais rodée un peu, tu vois, dans ma famille, comme je t'ai dit, tout le monde on se critique, on s'envoie des pics et tout. Je suis pas très susceptible. Donc, je l'étais pas plus que ça après. J'étais surpris quand même de la méchanceté que les gens peuvent avoir, mais plus puis gratuite en plus. Ouais, gratuite, mais moi encore ça va, même par rapport à d'autres qui étaient avec moi dans l'émission, je trouvais ça violent, mais j'étais pas non plus niée, quoi. Je savais que ça existait, donc en vrai pour moi ça a pas changé grand chose. Par contre j'ai pris des followers directement, genre au bout de, je pense, 3-4 mois après m'être bien fait arnaquer par les marques, parce que moi là je postais gratuitement, je savais même pas que c'était un métier, et qu'on a commencé à me dire mais en fait là tu devrais être payé pour ce que tu fais en fait, et puis même tu devrais, quoi, c'est du taf et tout, et je me rendais bien compte que c'était du taf. Là j'ai commencé à avoir mes premiers partenariats et à me dire ok j'en vis, et au bout d'un an j'ai passé le seuil pour être entrepreneur, donc j'ai ouvert ma société et tout, donc c'est cool, franchement, ça, je vais pas cracher dans la soupe, franchement ça m'a permis de bien vivre pendant quelques années, et ça m'a donné une communauté, et j'ai pu continuer sur les réseaux. Ça fait quand même depuis 2017, donc ça perdure, quoi. Tu dates? Ouais, je commence à être une ancienne. Je fais une petite aparté, t'as dit un truc intéressant sur la méchanceté, etc., sur les réseaux sociaux. On reparle après de la fin de la télé là-dessus, mais une petite aparté sur la méchanceté et sur le harcèlement en ligne, etc. Moi, du coup, on se connaît depuis 4 ans, du coup, tu vas dire. Et du coup, je te suis sur les réseaux. Et tu postes quand même de temps en temps, tu vois des messages pas agréables, méchants, même du harcèlement, hein, parfois, franchement. Et il y avait des trucs qui m'avaient choqué, tu vois. Alors, ça peut être soit parce que, bon, des fois, t'écris à l'arrache, et donc, du coup, tu fais des fautes d'orthographe. Soit c'est parce qu'on parle parce que des fois, tu montres des photos d'avant, du coup, tu montrais ton poids avant, ton corps avant, etc. Soit parce que tu parles de politique, et du coup, ça les dérange. Soit tu parles de religion, et ça les dérange. Et parce que tu te coiffes d'une certaine façon, donc du coup, ça leur plaît pas. Ou alors, tu manges ça, ils font non, mais attends, toi, t'es une femme comme ça, t'as pas le droit de manger ça, etc. Ouais. Et en fait, tout le temps, un truc à dire. Ouais, les gens pensent qu'on est leur Sims, ça j'aime bien le dire. C'est vrai, mais comment tu... Enfin, moi, je suis loin de ça parce que j'ai pas une communauté, etc. J'ai pas fait de télé, je suis pas exposé et tout ça. J'aurais envie d'insulter absolument tout le monde. Comment tu fais pour ne pas insulter les gens? Non, mais comment on gère ça? Parce déjà, que tu vois, on n'est pas, c'est pas humain, tu vois. Ouais. Déjà, y a des fois où je vais pas mentir, ça dépend aussi de mon humeur parce que je suis un humain, donc il y a des fois ça m'agace. Ça m'est déjà arrivé de juste bloquer la personne ou d'avoir envie de l'insulter, mais je le fais pas. Parce que ces gens-là se nourrissent de la haine et veulent justement de l'attention. Donc souvent, quand j'affiche, c'est justement pour pas répondre à la personne en privé. Parce que je trouve ça mieux d'afficher la personne et d'éduquer les gens qui le font en disant, mais en fait, non, ça se passe pas comme ça, en fait, tu vois. C'est pas normal, en fait. Et je préfère donner une réponse générale en story. Et souvent, ça, je le fais aussi quand je reçois plusieurs fois un message du même type.
parce que je trouve que ça éduque plus les gens de dire on vous voit déjà et non ça se fait pas pour telle raison et je pense que de voir le message comme ça la personne va peut-être se dire j'ai été loin et ouais tu te dis bah non en fait tu vois et faire vraiment une réponse constructive parce que à ces gens-là j'ai pas envie de leur donner l'heure et de l'amour à eux en particulier parce que je me le vois plus comme une éducation si tu les insultes et que tu leur rentres continue. dedans ils vont être contents mais oui ils vont être là, la bouffonne elle m'a répond répondu exactement et en fait et puis même j'ai aussi essayé une fois. J'avais appelé ça donner de l'amour à des haters et je répondais hyper gentiment. Ah, c'est cool ça. Et franchement, je vais pas mentir, 90% du temps, les gens s'excusaient. Ils me disaient, je suis désolée, j'aurais pas dû faire ça. Je fais souvent ça à des influenceurs parce que j'ai la rage, ça va pas dans ma vie. Et je te jure que 80% du temps, j'ai eu des excuses. Enfin, tu vas me dire si je me trompe ou pas, mais est-ce que c'est le fait que vous ayez tellement d'abonnés, entre guillemets, tu sais, il y a un moment où t'en as tellement que tu vois plus forcément les messages et tout. Donc ils se disent. Ouais, c'est marrant. T'es comme si t'insultais Justin Bieber, tu vois, qui a 10 millions ou 100 millions, je sais pas combien d'abonnés. Tu dis, c'est marrant, il le verra jamais. Ouais. Est-ce qu'ils sont comme ça ? Ou est-ce qu'il y a un vrai profond malaise et mal-être et du coup, ils veulent vraiment se venger sur quelqu'un, mais du coup... Je pense qu'il y a de tout, il n'y a pas de vérité générale, mais ça m'est déjà arrivé, par exemple, de voir ça, un message méchant, et j'avais pas vu d'autres messages avant méchants, et la personne sur 2-3 ans me suit et n'écrit que des dingueries, quoi. Et d'un coup je réponds désolé, je pensais pas que t'allais le voir, mais tu commentes toutes mes stories depuis 2 ans. Il y a bien un moment avec le loto que j'allais le voir, tu vois. Et je pense profond mal-être, et je pense qu'on est dans une société où les gens souffrent et peut-être qu'eux-mêmes ont subi du harcèlement ou de la méchanceté, et en fait c'est une façon de se dire de déverser sa haine, tu vois. Mais il y a forcément un mal-être. Il y a un mal-être. T'as jamais été triste ? Pas ça. Bien, ça m'est déjà arrivé d'être triste, mais c'est même pas de la tristesse pour moi. Parfois quand ça m'énervait, ça m'agaçait, il y avait des fonds de vérité, c'était mal dit, mais il y avait un fond de vérité, tu vois, comme l'orthographe, je pense qu'il y a une partie de moi qui est vexée, même si au final ça changera peut-être pas parce que je fais des fautes, mais beaucoup de fois j'étais plus triste en mode comment on peut en arriver là, quoi. C'est quoi le commentaire qui t'a vraiment Est-ce qu'il y a un commentaire qui t'a vraiment blessé ? Franchement, j'ai eu des commentaires très violents, ça m'a pas blessé, mais j'ai trouvé ça violent. Franchement, je pourrais même pas dire tellement c'était des mots ignobles. Ça m'a plus choqué, en mode mais what the fuck, quoi. Moi, ce qui m'a beaucoup attristé, c'est quand je faisais pas le ramadan, les messages, parce que moi je suis attachée quand même à la communauté marocaine, maghrébine, etc. Je suis quand même si je suis pas musulmane, j'aime cette religion et beaucoup de ma famille sont de cette religion, et j'étais déçue et triste qu'en fait on se juge alors que c'est une religion qui est tolérante, et de tous ces messages. Mais en même temps, tu vois, quand j'ai affiché ces gens qui me disaient t'as pas à manger, c'est le ramadan, t'as pas honte, tu fais honte déjà aux Marocains, alors que Marocains c'est des habitants d'un pays et pas une religion, mais en même temps d'afficher ce message, et c'est pour ça aussi parfois que je le fais, et éduquer les gens, et aussi ce côté de recevoir de l'amour, parce que de l'autre côté j'ai tous les gens de communauté musulmane qui me disent non, moi je suis musulmane et je te suis, et justement j'adore que tu prônes le fait d'être maghrébine avec des belles valeurs, et parfois meilleur que des gens qui se disent dans l'islam, tu vois, et t'as tout ce revers du mauvais en fait qui apparaît, et de te dire non, en fait eux c'est la minorité. Mais c'est un peu comme dans les médias, on voit souvent les minorités, on les pointe du doigt, et on se sert de ça pour accuser tout un peuple ou toute une génération, etc. Et je pense que afficher les gens qui disent des mauvaises choses, ça me rend triste, parce qu'en fait ça me montre une partie de l'humanité qui souffre et qui est mauvaise, tu vois. Mais faut pas oublier l'autre partie, et je pense que ça me fait aussi du bien de l'afficher pour avoir ce retour d'amour et de me dire ok, il y a des gens qui harcèlent et c'est une réalité sur les réseaux, mais il y a aussi énormément de gens qui sont tolérants et qui sont amour. Donc en fait, je ça pense qu'il y en a même plus. Ouais, il y en a plus, mais c'est pour ça que tu vois, ça m'attriste, mais c'est pas trop grave. On a plus tendance à voir le côté négatif que positif. Du coup, ça m'attriste, mais cette tristesse, elle est vite remplacée par énormément d'amour, quoi. Comment tu vois là, avec tout ce qui s'est passé, tu vois, il y a eu les influx voleurs, il y a eu les procès, les trucs, etc. Comment tu vois l'avenir de la télé-réalité ? Moi, je pense qu'il faut plus de réalité, tu vois. Beaucoup de personnes qui sont dans la télé-réalité, on va pas se mentir, dont tu parles des influx voleurs et tout, c'est malheureusement des stéréotypes. Mais attention, c'est des stéréotypes aussi de la jeunesse, tu vois. D'une jeunesse qui est en mode je veux de l'argent, j'ai pas de valeur, mon but c'est de l'argent et d'être bonne ou d'être beau, mais c'est la vérité, et de serrer. Faire en bim, fait. Mais ouais, mais je te jure, mais le problème c'est qu'on leur tape dessus, mais c'est triste parce que c'est une partie de la réalité. Je dis une jeunesse, mais même des plus vieux, tu vois. C'est vraiment une partie de la société qui fonctionne comme ça, tu vois. Il faut leur donner autre chose à consommer, mais après, c'est leur choix, tu vois, d'être comme ça. Et les gens ont le pouvoir de regarder ou pas ces influenceurs, parce que ce qui est triste, c'est que ça soit la télé ou les influenceurs, on critique, mais on continue à leur donner de la visibilité, tu vois. Donc si tu suis une meuf de télé-réalité ou un mec de télé-réalité qui vend des produits de merde, qui fait du dropshipping et qui est cassos,
même si c'est pour te moquer de lui, tu lui donnes de la visibilité. Donc le pouvoir, à la fin, il nous appartient. Et je pense que ce qu'on disait, c'est le changement vient aussi des gens. C'est-à-dire ne plus consommer de la télé, et là, ça changera. Ne plus consommer les comptes des réseaux sociaux des influvoleurs ou des anciens candidats de télé-réalité ou des gens qui sont malveillants sur les réseaux sociaux, même pour se moquer. C'est-à-dire, tu vois, on parle des gens qui critiquent et qui envoient des messages méchants, mais en fait, même si tu commandes pas et t'es là en train de regarder en boucle et de montrer aux gens et d'envoyer à tes potes, tu leur fais des vues. Donc, je sais que c'est dur, et ça, c'est quelque chose dont j'ai parlé dans un podcast que j'ai fait où vraiment je dis, et je vais le refaire parce que je trouve ça hyper important, la manière dont on consomme les réseaux sociaux nous appartient. Et moi, j'étais la première à, quand je vois un truc où c'est cassos, m'arrêter, aller voir les commentaires, aller liker les commentaires, rigoler, tu vois. Tu screens, tu l'envoies à la copine. Et en fait, c'était dur, mais pour ne plus avoir tout le temps des contenus comme ça qui apparaissaient dans mon découverte, j'ai dû ne m'arrêter que sur les contenus qui me plaisaient et me nourrissaient. Alors, ça m'arrive encore de temps en temps, on va pas se mentir, on est humain, mais beaucoup moins. Et du coup, l'algorithme, il est bien fait parce que on dit oui, l'algorithme met qu'en avant des choses comme ça. Si toi tu changes, ton algorithme va aussi changer. Moi, je me rappelle au tout début de TikTok, par exemple, c'était très meuf qui danse, on voyait que des culs, etc. Tu vois. Et tout le monde disait ça, tu vois. Tout le monde disait, ouais, mais TikTok, c'est que pour les gamins, il n'y a que des meufs de 17 ans, il n'y a que des trucs de des petits jeunes et tout. Et en fait, j'ai forcé l'algo à changer. Et du coup, je matais plus de vidéastes, plus de photographes, plus d'actualité, ce genre de trucs, ou des tips, tu sais, sur Photoshop, sur Premiere Pro, des trucs comme ça, des trucs techniques et tout. L'algo, il a complètement changé et j'avais plus de conneries pendant un moment, tu vois. Et après, bon, il suffit que tu retombes sur une connerie, un truc de télé-réalité, une bêtise, et après, bam, l'algo, il te tape. Ouais, il te tape, mais c'est facile à rechanger du coup parce qu'il a quand même ta base. C'est vrai que l'algo est hyper important et arrête de rester sur ce genre de truc, mais ne m'intéresse pas sur les vidéos, etc. Je mets des pouces en bas, etc. Et après, tu changes ton algo. L'algo, de toute façon, il est fait pour une chose, que tu restes sur la plateforme. Ton temps. Donc, si tu n'aimes pas des choses et il voit que tu quittes ou que tu n'aimes pas, lui, son but, c'est de te faire rester. Donc, en fait, il va te donner ce que t'aimes. Donc, à toi de lui montrer. Tout à fait. Et après, s'il y a un problème avec ce que tu consommes, c'est qu'il y a un problème avec toi, tu vois, au bout d'un moment. C'est clair. Donc, voilà. Ouais, c'est ce que je dirais aux gens. Je dirais aux gens, changez-vous vous-même et la télé changera. Et pareil pour les réseaux, quoi. Donc, du coup, après tout ça, parce que tu y étais pour l'amour. J'étais pour l'amour. Est-ce que durant cette période, tu as réussi à trouver l'amour ? En télé, j'ai quand même... sur ma dernière télé, je suis restée 1 an avec la personne avec qui j'étais. Mais en vrai, je pense que je ne m'étais pas trouvée moi-même. Je cherchais... T'avais un cheminement à faire ? Ouais, je pense que je cherchais l'amour. Et je cherchais à être heureuse avec quelqu'un, mais du coup, je voulais plaire à l'autre personne. Je donnais à l'autre personne ce qu'elle avait envie de recevoir. Et forcément, tu ne peux pas vivre toute ta vie comme ça. À un moment donné, je redevenais moi-même. Et la personne que j'étais au fond, je pense, me plaisait pas, tu vois. Je pense que pour les personnes qui ont vraiment du mal à trouver l'amour, il faut d'abord s'aimer soi-même et se trouver, en fait. Et une fois que tu t'es trouvé, une fois que tu sais réellement ce que tu veux et ce que tu veux plus, il faut dire non. C'est-à-dire, moi, j'ai fait des rencontres après ça. Et c'est quand j'ai fini par dire non à des types de personnes et des types de personnalités vers qui j'avais tendance à aller avant, que la vie m'envoyait quelqu'un de différent, un peu mieux, mais parfois encore toujours avec le même vice ou les trucs que j'aimais pas, juste un peu masqué, tu vois. Donc il fallait creuser. La vie m'envoyait des tests, tu vois. Ça n'a pas été d'un coup je dis non et boum, le prochain il est incroyable, tu vois. J'ai eu l'impression de déjà plus d'1 an de solitude complète, c'est-à-dire personne dans mes DM, 0 rencontre, vraiment focus que sur moi, rien autour de l'amour à part l'amour de moi-même. Et ensuite après ça, j'ai recommencé à dater et la vie m'envoyait des mecs, mais il manquait toujours un petit truc. Mais au lieu de vouloir changer le mec et moi me changer, c'est-à-dire faire semblant, hey, je vais être ce que tu as envie parce que je sais le faire, mais toi, du coup, comme moi, je suis la fille parfaite que tu veux, change ça pour moi. C'était un peu ça le jeu que je faisais, tu vois, à tatillon. J'étais en mode, je voudrais que tu sois un peu plus comme ça. Oui, mais regarde, moi, j'ai tout ça à t'offrir. Et j'ai arrêté. Je me suis présentée aux hommes telle que j'étais, avec mes convictions, mes valeurs, sans vouloir essayer de changer qui j'étais. Et plus je faisais ça, et plus l'univers m'envoyait des hommes qui étaient alignés avec ce que j'étais. Jusqu'à un dernier où c'était pratiquement tout ce que je voulais, j'avais l'impression sur le papier. Et je fermais les yeux sur des comportements qu'il avait qui me plaisaient pas. Et de suite, je me suis pas dit, ferme les yeux, c'est pas grave, ça va passer. Je me suis dit, je vais aller le voir sur une plus longue durée. Tu l'avais rencontré. Et je vais vraiment voir si mon intuition qui est, ce mec n'est pas pour moi, est vraie. Et pourquoi ? Et j'y suis allée, j'ai fait le point, j'ai vu qu'il n'était pas pour moi. J'ai été sincère avec lui sur les raisons pour lesquelles ça s'arrête.
Et je me suis dit, je retourne à ma vie et tant pis, je vais rester un petit peu seule. Et je me suis dit, je vais dater encore un petit peu parce que je voulais partir à l'étranger, on verra. Et là, je suis tombée sur genre l'homme de ma vie, tu vois. Genre vraiment, là, je me suis dit, enfin, en fait, tout le travail que j'ai fait, j'ai compris pourquoi je l'avais fait. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, là, tu peux parler vraiment un effet papillon. C'est comme si toutes les grandes rencontres que j'avais fait dans ma vie m'avaient préparé pour rencontrer cet homme, tu vois. Genre, je voyais... Ah, là, t'as des déclarations gratuites, là. C'est comme si vraiment tout... Parce qu'au final, c'est ça l'effet papillon. Si tu le vois pas, tu le comprends pas. Mais tu vois, avec le recul, je me suis dit, ah ouais, en fait, tout ce qui s'est passé, j'ai rencontré telle personne parce que j'avais besoin de travailler sur tel défaut que j'avais. J'avais besoin de m'aimer, j'avais besoin de me comprendre, j'avais besoin de plus d'ouverture d'esprit, j'avais besoin de savoir ce que je voulais, ce que je voulais pas. C'est comme si j'avais été affûtée, un peu affinée vers cette personne. Et quand j'ai discuté avec lui, il a eu un peu le même parcours à l'inverse, c'est-à-dire je pense que les rencontres qu'il a fait l'ont transformé et amené pour cette rencontre qu'on a maintenant. Et maintenant on s'est rencontrés à un point où on n'est pas parfait, mais on a vraiment c'est un choix. Il me dit souvent que l'amour c'est un choix et on se choisit et on choisit de s'aimer, même s'il y a des choses parfois qu'on comprend pas l'un chez l'autre. Et bien on essaye de se faire grandir. En fait, c'est une relation qui est complètement différente. J'essaye pas de le changer pour les mauvaises raisons ou de me changer pour les mauvaises raisons. J'essaye de le comprendre et il essaye de me comprendre, même si parfois c'est difficile. Et on essaye de voir en quoi ce que l'autre nous conseille de faire ou d'être est mieux pour nous. Le nous individuel et le nous ensemble, tu vois. Et je dirais même au-delà de ça, le nous collectif. C'est-à-dire comment on a un meilleur impact sur tout le monde qui nous environne, que ce soit une relation avec nos amis, notre famille, notre travail, tout en fait. Et du coup, donc, l'amour est un pilier de ta vie, ça c'est évident quand on te connaît. L'amour, c'est un sujet, ça pourrait être un podcast à part entière, tellement c'est complexe, dur, long. Mais oui. C'est un truc, c'est vraiment compliqué. Mais c'est l'amour et la solitude, je pense que c'est lié. D'ailleurs, je vais remodifier ma phrase de tout à l'heure, je lui ai dit, l'amour, attends, elle a toujours cru en l'amour, même quand son seul compagnon était la solitude. Je veux dire, rajoute quand, parce que tout à l'heure, j'ai dit même si la solitude était son seul compagnon. Quand ? À l'époque, je parle de là où j'étais seule. Parce que maintenant, mon compagnon, c'est Batman, tu vois. Mais vraiment, je pense que le problème avec l'amour, c'est que les gens pensent que l'amour... Attends, je te laisse poser la question parce qu'il y a un effet papillon, parce que moi, j'étais déjà partie. Hein. T'as le podcast Amour, on y go. Mais vraiment, je pense que les gens pensent que l'amour, c'est que l'amour des autres. Je pense réellement que l'amour des autres ne suffit pas. L'amour de soi-même, c'est le plus important pour rencontrer l'amour chez les autres. Comment tu fais pour... c'est une question hyper générale sur laquelle il faut répondre très vite. Allez. Comment tu fais pour t'aimer soi-même ? Mais en fait, tu vas pas chercher chez les autres des choses que tu voudrais être. Si jamais tu admires des choses absolument chez quelqu'un, et moi je suis pas parfaite, donc c'est un travail constant, mais s'il y a des choses que tu admires de ouf chez les autres et que tu veux dans une relation chez l'autre parce que tu ne l'as pas, tu dois d'abord l'avoir. Moi j'avais fait une liste de tout ce que je voulais chez un homme et je me suis dit ok, ça c'est la liste, sois-le d'abord. Ou si tu peux pas l'être, comprends pourquoi tu peux pas l'être et pourquoi c'est à ton partenaire d'avoir ces qualités, ou c'est ok si tu les as pas, tu vois. Mais vraiment j'avais ce besoin de m'aimer, de pouvoir me regarder le matin et de me dire ok, ça va, t'as des défauts, mais même avec tes défauts je t'aime, tu vois. Si c'est des vrais gros défauts, il faut les changer. Et tu parlais de solitude à un moment, sur le fait que t'étais vraiment resté seul et tout. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui fassent ça. Tu sais, vraiment seul. Ouais. Tu sais, il y a vraiment seul et seul. Ouais. Il y a seul, mais tu vois, tu DM un petit peu, Non. tu vas des par-ci par-là, les applis de rencontre et tout. Et t'as vraiment seul. Genre, le matin, il n'y a pas de message. Le soir, il n'y a pas de message. Et même pas beaucoup d'amitié, pas énormément de sorties. Beaucoup de solitude. Alors, moi, je peux le comprendre un petit peu, parce que je suis assez solitaire, etc. Et moi, je peux rester une semaine chez moi sans voir personne, ça me dérange pas du tout. Mais comment tu fais pour accepter cette solitude et te dire, tu vois, je sais pas, moi, dans certaines relations, etc., ça pouvait m'arriver quand ça se terminait. Mais après, c'est assez différent selon les personnes et selon les expériences qu'elles ont vécues et tout. Moi, je le vois un peu comme un trou noir, tu vois. Comme un vide, comme un abandon complet, tu vois, de genre... Oh, et il y a le sol qui se dérobe sous tes pieds, tu vois. Comment t'arrives à accepter cette solitude, à l'embrasser et à dire c'est ok, et ça arrivera plus tard? Bah, c'est des phases, en fait, il y a de la tristesse. On va pas dire qu'il n'y a pas de tristesse. Je vais faire un dernier point là-dessus. Et j'ai tendance à penser, mais ça c'est vraiment mon avis de mec, etc., que c'est encore plus compliqué pour les femmes,
parce que vous avez d'autres problématiques externes. Si par exemple la femme veut un enfant, des choses comme ça, où tu peux pas forcément, à un certain âge, selon les personnes, te permettre d'avoir 1 an, 2 ans, 3 ans de solitude, etc. Mais ça, c'est mon avis. Moi, je sais pas si c'est vrai ou pas. Mais je pense que Comment c'est tu le ressens, toi ? vrai, mais pas pour les mêmes raisons. Je pense qu'il y a des deux. Bon, déjà, je pense qu'on est plus émotif et on a un agenda, certes, mais on est aussi plus dans l'émotion, de l'amour à donner. Je pense que vous, les hommes, vous êtes juste plus facilement dans le déni de ce que vous ressentez. C'est-à-dire que vous allez plus facilement vous occuper l'esprit et vous dire que c'est OK. Clairement. Et ne pas voir ce que la femme peut vous apporter et comment vous auriez pu être bien dans la relation. Vous avez plus facilement à vous voiler la face, je pense aussi. Non, mais c'est vrai. Tu vois ta réponse. Donc je pense qu'il y a les deux. Non, mais c'est la vérité, tu vois. Je pense qu'effectivement, vous avez cette facilité à se dire plus, on va aller boire des verres entre copains. Là, je sais même pas si et aller chercher le sexe aussi, tu vois, aller chercher le charnel chez d'autres femmes, aller chercher le plaire. Quand nous, c'est tellement profond ce qu'on recherche comme connexion que c'est plus difficile, on va dire, de le penser, tu vois, de move on ou de se dire, j'ai tout cet amour à donner, mais je vais vraiment... attendre voilà, c'est ce que vous, au final, on dit ça, mais je pense que c'est dur pour une femme de rester seule émotionnellement et tout, mais je pense que pour un homme c'est dur de rester seul aussi, hein. Même si vous arrivez plus à vous occuper, je pense que vous avez plus de trucs en mode je vais faire des jeux vidéo, c'est bateau, hein, mais je vais aller sortir avec mes potes, je vais me focus sur moi, sur ma carrière, etc. C'est peut-être plus facile pour vous parce que y a plus de distraction, vous êtes plus sur la distraction. Je pense que pour nous c'est plus difficile de jouer le jeu de la distraction. Mais j'ai l'impression quand même que cette fameuse courbe sur une solitude ou une fin de relation ou une rupture, etc. Nous, on switch, entre guillemets, très vite au début, dans le sens on s'occupe très vite l'esprit, on fait allez go, on remonte à cheval et tout. Donc direct on monte là et vous êtes très down. Et du coup, il y a une grosse remise en question, il y a beaucoup de psychologie qui rentre. Là, c'est le mental et nous, c'est la distraction. Et du coup, c'est pas la vraie solitude, tu vois, la distraction. Et ça s'inverse. C'est et pas de la vraie semaines solitude. après, nous, on se retrouve vraiment dans le mal en mode oh waouh, ça y est, c'est vraiment fini. On est vraiment seul. Et vous, j'ai fait le travail. Mais parce qu'on a fait ce travail de vraie solitude, je pense, que vous faites pas forcément. Après, c'est une généralité. Mais j'ai tendance à penser que nous, les mecs, la solitude, vu qu'on n'aime pas ça, on le vire de notre cerveau. Mais solitude, par exemple, si t'es sur les réseaux chez toi, sur ton téléphone, c'est pas de la solitude. Tu t'occupes l'esprit, tu vois. Quand je parle de solitude, je parle de rester seul avec ses pensées. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas rester seul chez soi, la solitude. Parce que tu peux être seul, je peux te le dire, hein, ça m'est déjà arrivé, je peux être seul au milieu de monde. Tu peux te sentir tellement seul. Comme dirait Orelsan, seul avec du monde autour. Exactement. Tu vois vraiment cette impression d'être tellement brisée à l'intérieur et tellement incomprise que ça m'est déjà arrivé d'être au milieu de mes potes et de me dire je suis toute seule là, je suis dans ma tête, je suis dans mes pensées, les personnes n'existent pas autour. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc je pense qu'être seul, ça veut vraiment dire être seul avec soi-même. C'est-à-dire avec ses propres pensées, ses propres peurs, ses propres doutes, aller chercher ce qui fait mal. Donc c'est vrai, je dis la solitude, ça peut être aussi triste, tu vois. Ça peut être aussi fun, hein, parce que t'as la solitude du côté je m'aime enfin, je suis en train de danser, de vraiment remplir d'amour. Les sensations que j'ai en moi, c'est vraiment des sensations bonnes, tu vois, d'accomplissement. Quand, je sais pas, moi, t'as fait du taf, t'es dans ton bain le soir et tu dis j'ai vraiment été productive aujourd'hui, je suis vraiment fière de moi. Quand tu t'envoies de l'amour. Mais sauf que quand tu restes seul et surtout après une rupture, les premiers messages qui viennent, c'est pas toujours les plus jolis, tu vois. C'est un échec. Comment je vais faire pour retrouver l'amour ? Je suis trop exigeant. Est-ce que quelqu'un d'autre sera là pour moi ? Est-ce que quelqu'un pourra me combler si cette personne, aussi bien qu'elle ait été, elle n'est pas réussie ? Est-ce que le problème, c'est pas moi ? Et c'est quand tu commences à te dire est-ce que le problème, c'est pas moi ? Je pense que tu es sur le début de l'apprentissage de qui t'es vraiment. Parce que c'est quand tu commences à arrêter de te tourner vers l'autre pour avoir les réponses que tu te dis ok, qu'est-ce que moi j'ai fait ? Et ça, c'est quelque chose dont je parle beaucoup avec Batman. Et c'est quelque chose où je vais faire un podcast avec lui parce qu'il est tellement fort sur ce point, qui m'a dit, mais en fait, regarde, fais une liste avec les défauts, on va dire, que ton ex avait ou tes ex avaient, et regarde ce que toi, t'avais en parallèle, en fait. Au lieu de que te focaliser sur ce que les autres font qui vont pas. Et ça, c'est un travail que j'avais aussi déjà fait, mais que j'ai vraiment approfondi avec lui. Et si les gens commencent à vraiment faire ce travail, au lieu de se dire qu'est-ce qui a pas fonctionné chez lui ou elle, de se dire qu'est-ce qui n'a pas fonctionné chez moi, mais d'essayer de ne pas s'abattre quand on le fait, mais de se regarder avec bienveillance et limite écrire sur un papier et stylo factuellement tout ce qu'on pense. Après, on fera le tri de ce qui est vrai ou pas dans ce qu'on a dit. On peut même aller voir notre entourage et dire ok, moi voilà la liste des choses que je pense qui sont un peu pas ouf avec ma personnalité. Est-ce que t'es
t'es d'accord et dans quelle mesure. Si on n'a pas peur, on le fait ça. Souvent, on a peur, on a envie que les gens nous disent non, mais non, c'était un connard, on t'aime, t'es la meilleure, il te méritait pas. Mais dans une relation, ouais, il y a toujours parce qu'il y a les toujours deux. 50-50, tu vois. Exactement. Il n'y a pas toujours quelqu'un qui est complètement con, tu vois. Il y a toujours quelqu'un qui est... Les fautes sont toujours partagées sur le... Mais ce que je remarque, c'est souvent dans ces histoires d'amour, évidemment, on pense toujours à ce qu'on a vécu, etc., mais sans faire de généralité. Moi, il y a un truc qui me marque énormément, c'est tu sais, ce livre Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. C'est ça. J'ai vraiment l'impression que c'est vrai. Non, mais tu sais, en fait, on est tellement... C'est un truc dont je parle souvent avec beaucoup de monde, tu vois, tellement ça m'impressionne à quel point on peut être aussi complémentaires, vous et nous, et en même temps, tellement différents. Et sur des sujets, tu sais, tu prends un sujet d'embrouille, tu vois, et a posteriori, tu reparles de cet embrouille. Et tu vois, avec la personne avec qui tu fais, qu'est-ce qui t'a vraiment énervé là-dedans ? Et elle va te dire, mais moi, c'est ça qui m'a énervé. Mais toi, t'étais à l'opposé de savoir ça. Tu fais, quoi ? Et tu dis, mais c'est ridicule. Et non, parce que moi, je vois plutôt ça comme ça. Ouais. Et du coup, là, t'as l'événement, elle le voit de là, et toi, tu le vois de là. Et je trouve ça impressionnant, cette incompréhension de pensée. Tu vois. Déjà, je pense qu'on est différents. Je pense que les hommes et les femmes, de toute façon, de base, on est différents. Mais je pense aussi que, déjà, premièrement, il y a l'ego. Et ça, je pense que ça marche au-delà des sexes. C'est-à-dire que la première chose, quand tu as une confrontation ou un désaccord, c'est que tu as tes propres valeurs, ton propre système de pensée, et tu te bases sur ça pour répondre à la personne. Donc et déjà, tu penses que c'est vrai, en plus. Déjà, tu pars du principe que chaque humain est différent. Et ensuite, tu pars du principe que les hommes et les femmes ont souvent... même si c'est pas tout le temps, des points communs. Donc déjà, tu pars avec un système de valeurs féminin, masculin et de ta propre vie. Et la deuxième chose, c'est que je pense que on cherche pas la même chose, en fait. Genre, je pense que l'homme, il a besoin plus des choses comme de la confiance, de l'appréciation, de la reconnaissance, le fait d'être validé quelque part. Et nous, les femmes, on cherche de la présence, on cherche à être comprise, en fait. On cherche des choses qui sont profondément différentes que vous pour être accomplies dans une relation. Clairement. Et en fait, au lieu de vous donner ce que vous recherchez et inversement, vous les hommes, de nous donner ce qu'on recherche, on va juste essayer de donner à l'autre ce qu'on veut, en fait. Donc moi, je sais que j'ai souvent ce besoin d'être comprise, en fait. Genre, mon compagnon, je pense qu'il a plus souvent l'impression que je lui fais pas confiance, tu vois. Et c'est quelque chose qu'il m'a souvent dit. Et vraiment, c'est dur. Parce que même si je le sais, j'en suis consciente de mes besoins et des siens, des différences entre l'homme et la femme, il y a mon ego et c'est lui qui d'abord vient chercher la confrontation. C'est lui qui essaye de résoudre le conflit avant de penser à lui. Quand on est dans un conflit, on cherche à défendre sa position et on cherche pas directement à courber l'échine. C'est pour ça que souvent, j'ai remarqué qu'on arrive beaucoup mieux à déceler le fond du problème ou l'incompréhension quand on revient sur la dispute. Tu sais, avec amour, ce fameux « allez, viens, on se fait un bisou, on se pardonne », vraiment, comme tu le disais, dis-moi pourquoi ça t'a blessé autant, tu vois. On a beaucoup moins de mal. Souvent, on comprend mieux, et j'encourage les gens, après des conflits, à revenir dessus une fois qu'on est sur l'oreiller, on est amoureux, quoi. On est bien, quoi. Parce que ça sera plus productif quand c'est pas possible de le faire sur le moment T. Même si le mieux, parce ça que tu restes dans ton truc, tu restes bloqué et t'as envie d'avoir raison. Donc, Et ça, c'est cette envie de grandir, tu vois. On en revient à cette envie de grandir. C'est-à-dire que quand tu reviens, même si le conflit, on va dire, il a été résolu, pas parce qu'on s'est compris, mais parce qu'on s'aime, de vouloir grandir, c'est de revenir sur ce conflit en mode, viens, on est posé, je veux vraiment comprendre. Et ça, c'est pareil. Mon Batman, il m'a aidé de ouf. Il est là, je suis obligée de lui... Il doit être là. J'ai fait du bon travail. Il est derrière, il est comme ça. C'est vrai que c'est des choses dont j'avais notion. Il y a des choses aussi qui viennent de moi. Mais genre, c'est comme si j'avais appris tout ça, mais je ne l'avais jamais mis en application parce que j'avais jamais retrouvé en face de moi aussi un partenaire qui est capable de le faire, quoi. Et qui est capable d'aller même plus au next step. C'est-à-dire même moi où je me dis, vas-y, c'est bon, ça m'a saoulé, j'en ai marre. Non, viens. Pourquoi t'en as marre ? Si ça te saoule, c'est qu'il y a un enjeu, en fait. Et viens, on le résout. Est-ce que c'est un peu lié, du coup, au fameux love language dont tout le monde parle ? Ouais, le love language, d'ailleurs, je sais pas si c'est pas Jay Shetty aussi qui en parle dans son livre. Mais bien sûr, ouais, c'est lié. C'est lié parce que... C'est quoi ton love language, à toi ?
Moi, je les ai tous. Je suis quadrilingue, langage de l'amour. Je pense que les moments de qualité, c'est le numéro 1. Je trouve que les moments de qualité, la présence, c'est tellement important. On a tellement tendance même à partir en vacances ensemble, à être chacun sur son téléphone, où chacun a envie de faire les activités de l'autre et vit juste dans le sacrifice et tout. Mais quand on est vraiment ensemble et présent et on est bien dans le moment qu'on partage avec l'autre, la vie prend une autre tournure en fait. Attends, tu vas répondre d'abord. Tu vas dire toi, c'est quoi ton préféré hein? Moi, qu'est-ce que c'est je dirais... Non, pas du tout en plus. C'est vrai? Ouais, je suis pas... T'as changé depuis que tu regardes tout hot, je sais pas quoi. C'est maintenant, c'est connexion. C'est ça, de ouf. Maintenant, c'est la pensée spirituelle. Service rendu. Je suis pas mal là-dessus, tu vois. Je suis pas du genre à dire je t'aime, mais par contre, je sais pas moi, aller te chercher à un endroit ou t'accompagner faire un truc particulier, prendre rendez-vous à ta place parce que tu veux pas le faire, etc. Te pousser à aller à faire ça. Être là etc. pour l'autre, quoi. Et tu es comme ça et tu recherches ça aussi ou juste tu donnes ça? Pas tant que ça. Moi, je préfère faire les services rendus, me sentir utile et être présent pour la personne. Et parce que j'ai du mal à exprimer vraiment mes sentiments, tu vois. C'est très dur pour moi de dire je t'aime. Ouais. Je t'aime. Mais par contre, le fait que je t'amène quelque part, le fait que je fasse des choses comme ça, que je pense à toi, je prends un petit truc en me disant tiens, ça va lui faire plaisir ce soir et tout ça, ça c'est comme si je te disais je t'aime, tu vois, pour moi. Mais c'est bien parce que je t'ai demandé qu'est-ce que toi t'aimerais recevoir et tu reviens sur ce que tu peux donner. Du coup, est-ce qu'on n'a pas un petit enjeu sur recevoir l'amour plus? Et c'est la fin de ce podcast. Et on a retourné le podcast. Et c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous avez aimé. Non, moi je pense que c'est plus paroles valorisantes. Ouais, ok. Donc c'est marrant parce que t'as le plus de mal à donner, c'est ce que t'aimes aussi, tu vois. Ouais, j'aime bien. Je préfère qu'on me donne des paroles valorisantes sur le fait de me rassurer ou de dire que c'est bien ce que je fais, c'est bien comment je suis, etc. Toucher physique et tout, je suis pas plus que ça. Ce cadeau, je m'en fous. Et moment de qualité, si je voulais revenir là-dessus, moment de qualité, pendant longtemps, j'avais ce truc-là de... il fallait que quand le moment où on se voit, il fallait que ce soit tout le temps, entre guillemets, exceptionnel, tu vois. Ouais. Tu sais, tout le temps, c'était comme si c'était tout le temps un bal de fin d'année, tu vois ce que je veux dire? Je te mets une pression. Tu te fous. Tu t'épuises. Mais tu peux pas. Et du coup, au début, je dis ça, c'était il y a quelques années, tu vois. Mais j'avais vraiment ce sentiment de ok, alors là je vais la voir demain, donc là bam, va falloir tout donner, va falloir être au top, fort, costaud, motivé, souriant, truc, bam bam bam. Et du coup, ok, ah merde, je la revois après-demain. Après-demain, il faut que je sois super cool, très. Et en fait, t'es tout le temps sur ton 31 entre guillemets, mais c'est pas tenable. Non. L'objectif, ça serait par exemple, toi, je sais que voilà, par exemple, t'as ta pièce, tu taffes et tout, ça serait de trouver quelqu'un ou d'être avec quelqu'un où t'es complètement à l'aise de la laisser 2-3 heures en bas, elle fait sa life ou elle va aller faire un petit tour dans le quartier et toi tu peux être complètement dans ta bulle et quand tu descends t'as un sourire et inversement en fait. L'objectif ça serait de pouvoir être seul à deux. C'est vrai, j'aime bien cette phrase. Ouais. Et si c'est pas possible, il y a toujours la communication qui est possible de savoir le pourquoi. Et c'est le plus dur. Mais c'est le plus intéressant. Mais c'est le plus intéressant. Ouais. Franchement, ça pourrait être un podcast entier. Je te jure, mais en même temps, l'amour c'est universel, donc c'est cool. Mais oui. Avant de passer à ton dernier effet papillon, et pour conclure du coup l'amour, moi il y a un truc que j'avais adoré, c'était sur les moyens de communication. Avec la personne avec qui vous avez créé et développé différents moyens, soit au début de vous connaître, après d'intensifier on va dire votre connexion, de prendre le temps aussi, des choses, de se découvrir et tout, de pas tout donner de suite, et surtout de pouvoir communiquer on va dire librement et être ok avec tout balancer, mais tout balancer de façon constructive, pas juste s'enrichir. Et du coup, j'avais trouvé ça hyper intéressant. Et du coup, j'aimerais que tu me donnes, pour moi et pour les personnes qui regardent le podcast, les choses les plus marquantes que tu as eues avec cette personne, du coup, sur la communication, sur la connexion, etc. Qu'est-ce que tu as fait ? La première, c'est son initiative, mais on s'est écrit des questions. C'est dit, allez, on va faire un resto, au lieu de juste faire le resto, on va vraiment écrire des questions et les mettre dans un petit verre et piocher des questions. Sauf qu'en fait, tu réponds à la question que tu pioches ou tu poses à la personne la question. Mais seulement une des deux personnes répond à la question. Et on ne sait pas de qui vient la question. C'est-à-dire, si toi, t'écris une question et moi, j'en écris, on le met dans le même truc. Donc parfois...
T'as Tu la rage réponds parce à qu'en ta fait, propre à ta question. propre question. Mais tu sais que si t'as posé des questions croustillantes, t'as envie que l'autre y réponde. Mais quand c'est toi qui dois répondre, t'as un petit peu la rage, mais tu dois quand même y répondre, quoi. Et on avait vraiment ce truc de je suis tombée sur ma question, quoi. Et elle est tellement pertinente, même pour moi. Les gens pensent pas à ça souvent. On répond tous les deux la question ou on va aller chercher des questions préfaites. Mais en fait, de se poser à l'un l'autre des questions mais auxquelles on ne sait pas qui doit répondre, c'est grave stylé. Et puis ça permet de... C'est pas on répond à une question et évite le papier. Parfois on posait une question et on découlait une conversation de 10 minutes, on s'autorisait vraiment à aller chercher loin dans la réponse. Parfois on répondait aussi tous les deux parce qu'on en avait envie. La règle, on aime bien se dire ça, c'est la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Oui. Mais globalement, c'est on met tous, on met tous les deux des petits papiers. Ouais. On répond et après c'est à l'autre personne et tout, mais exactement, on prend le temps. On prend le temps de bien répondre à la question et surtout... Puis on met des vraies questions. Jusqu'à ce que l'autre soit satisfait de la réponse. On n'est pas sur quelle est ta couleur préférée. Tu vois, vraiment, on est sur des comment qu'est-ce que tu cherches chez un partenaire. C'est quoi la question qui t'a le plus marqué? La question qui m'a le plus marqué, où est-ce que tu te vois dans 10 ans, tu vois, mais en termes amoureux, c'est toujours compliqué de voir l'audace de répondre moi je me vois avec 2 enfants, enfin un moment où c'est tôt, tu vois, c'est tôt, ça fait peur de répondre à des questions en mode qu'est-ce que tu veux vraiment en fait. Parce que pareil, moi, voilà, sa réponse, j'étais un peu surprise ou des choses comme ça, où je m'attendais pas à ce genre de réponse. Et c'est vrai qu'on tarde parfois à se poser les vraies questions parce que on a honte de dire ce qu'on veut vraiment. Et je pense qu'en fait, le début... Ou peur? Ouais, peur que l'autre veuille pas la même chose, mais je pense que le début est pas mal parce qu'en fait, tu crèves l'abcès, quoi. Puis on en parle, donc comme ça, on aura peut-être plus besoin de parler de mariage enfant avant des mois et se mettre la pression sur en fait, je commence à bien aimer ce mec. Mais du coup, il pense quoi du mariage? Du coup, il pense quoi de ça? Quand c'est fait un peu plus légèrement, je pense qu'au début, ça peut être aussi une bonne solution. Je trouve que tu dis un truc qui est très vrai là-dessus, c'est en tout cas, c'est un truc que j'aime bien faire aussi, c'est toutes les questions un peu compliquées, entre guillemets, j'aime bien les aborder très vite au début. Parce qu'au début, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de lien, tu vois. Il y a juste de la séduction, on se plaît, on rigole et tout ça. Et si tu me dis un truc, ça va pas me faire du mal, tu vois. Ouais, mais il y a aussi le je veux plaire à l'autre, donc faut faire attention, faut être hyper sincère dans ses réponses. Évidemment, ça c'est sûr. Mais je suis assez, tu vois, par exemple, ça peut être sur les relations que tu as eues dans le passé, parle-moi de comment étaient tes ex ou comment toi tu es, qu'est-ce qui s'est passé, etc., tu vois. Moi, en tout cas, personnellement, c'est très personnel. Je sais que si cette discussion, je l'ai le premier mois, et je l'ai le 8e mois, j'aurais pas la même réaction. Ouais. Parce que j'aurais plus de jalousie le 8e mois. Je serais un peu plus dans le jugement, ou je serais plus dans le ah mais parce que moi j'ai fait ça, donc lui il a fait ça. Tu vois, pas de comparaison vraie, pas une vraie comparaison. Pas la même c'est pas factuel, pas la même sensibilité. Pas... Alors que là, elle me le dit le premier mois, là, ok, je comprends, je te comprends. Le 8e mois, il y a des sentiments qui rentrent dedans, du coup c'est un peu plus dur de... Mais je suis d'accord avec toi. Ouais, je pense que c'est nécessaire. Ensuite, du coup, on a fait quelque chose, je pense que peu de gens font. Ça a été un peu vite au début, etc. Mais à un moment, on s'est dit, ok, surtout par rapport au sexe, en fait, parce que je pense que c'est aussi important dans un couple, on s'est dit comment on pourrait prendre le temps de se découvrir dans une société où tout va vite. Donc on était assez pareil sur les pornos, etc. On regarde pas de porno, on est hyper ouvert, on est dans la communication, on est conscient de nous-mêmes et de ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et on s'est dit comment on pourrait, c'était surtout pour moi, être plus à l'aise, tu vois, parce que c'est un début de relation, t'es pas forcément encore hyper à l'aise dans ta nudité, dans plein de choses qui sont autour. Et du coup, on s'est fabriqué ensemble un projet tantrisme, on a appelé ça. Donc c'était sur une dizaine de jours. Et en gros, c'était, on devait pas se toucher même. C'est-à-dire même pas se tenir la main en fait. Okay. Donc c'est hyper dur. Donc il y avait un jour, pendant un moment, on avait le droit par exemple de s'effleurer avec une plume. C'est comment le programme? Du coup c'est ça? Non, alors il faudrait que limite on en fasse un podcast et qu'on le sorte parce qu'il est hyper long quoi. Mais hyper détaillé. Et tous les jours il y avait un jeu. Donc par exemple un jeu c'était se faire goûter des saveurs. Un autre jeu c'était yeux bandés, on se souffle dessus. Un autre jour on avait le droit à se faire que les bisous. Mais c'est très dur à un moment on avait le droit de se toucher mais pas les parties intimes. Un autre jour on faisait du tantrisme, c'est-à-dire vraiment assis l'un en face de l'autre, respiration en commun, regard profond dans les yeux pendant 5 minutes sans parler, hyper dur intense. Cet exercice, hyper intense et ça va crescendo quoi. Mais ça, par exemple si le truc c'est genre le jour 2 par exemple, le programme c'est toucher qu'une plume, tu peux rien faire d'autre que faire ça? Oui, c'était jour 3 je crois ça, mais ouais, rien. Mais par contre genre et vous êtes je sais pas sur le canapé et tout, il y a même pas une non. Okay. Bah, parfois sans faire exprès on oubliait tu vois le réflexe on est là puis c'est hyper genre du coup tu vois c'est genre l'interdit il rend le truc encore plus marrant, ça, cool, et je pense que pour les femmes c'est cool parce que ça développe la libido aussi parce que l'interdit et se dire je peux pas l'avoir tu te rends compte de ce que tu perds tu vois parce qu'on est souvent c'est souvent plus l'homme qui est demandeur tu vois donc c'est pas forcément dans mon couple et tout mais t'as toujours ce truc pour beaucoup de femmes qui est une réalité qui
n'ont pas envie trop, tu vois, parce que le mec a tout le temps envie. Et je pense que le fait de se dire, ok, sur 10 jours, il y a personne qui se touche et on est juste dans la conversation, dans la connexion ou dans des petits jeux, tu reprends conscience que ton partenaire, tu l'aimes et tu as envie de lui. Je pense que c'est un truc que tout le monde devrait faire. C'est un truc que vous avez créé ou que vous avez trouvé? On l'a créé. Et aussi, on a fait une boîte mail en commun. Ah, ça, j'adore. Ouais. Ça, je kiffe. Non, c'est vraiment cool. Dessus, on s'écrit des lettres d'amour. Donc, tu vois, parfois, tu peux te réveiller un matin. En plus, c'était à l'époque où on vivait pas ensemble. Donc, vraiment, tu te lèves parfois une notification de mail, t'ouvres et t'as vraiment comme une lettre manuscrite, pavé, tu quoi. vois, un vrai pavé où la personne a vraiment pris le temps d'écrire. On prenait le temps de s'écrire. On mettait aussi dedans, je sais pas si on avait c'est vraiment notre boîte mail, tu vois. On avait fait des cours de yoga, la réservation du cours de yoga allait dessus. On s'envoie des petites photos dessus de temps en temps, tu vois, des photos qu'on a oubliées, qu'on avait pris au début de la relation. On le garde dessus comme c'est un peu le coffre-fort de notre amour, tu vois. Un petit, comment on appelle ça, le journal intime, quoi. Ouais, c'est un journal intime qu'on a ensemble. Et est-ce que dessus, on peut y mettre aussi des ressentiments négatifs? On a mis parfois, après qu'on se soit engueulé, des vrais... Ça me fait de la peine, ça sent pas bien, etc. Des remises en question ou des... Pourquoi on a compris, tu vois. Ça, c'est aussi venu mais parfois le lendemain. Mais vraiment un but lendemain. positif, quoi. Il faut que la boîte... C'est pas un truc où on a des trucs à reprocher à l'autre. Je le mets en spam. Non, mais l'idée, c'est pas d'avoir quelque chose où même s'il y a des choses négatives... c'est le coffre-fort de ton amour. Si t'as envie d'y mettre de la haine, il y a un problème avec ton coffre-fort, quoi. Je switch un petit peu le concept, parce que normalement, c'est des effets papillons qui sont passés. Mais j'ai l'impression que ce troisième effet papillon, c'est un effet papillon qui est en train de se passer. On parle, du coup, on a parlé un peu de la première partie de l'altérité de ta vie. Là, on parle de ton amour, de tes amours. Et ce qui va souvent avec l'amour, c'est l'amitié. Ouais. L'entourage. Du coup, tu as fait une grosse remise en question personnelle. Parce qu'il y a des choses qui, toi, ne te convenaient plus, qui n'allaient plus dans ton sens et tu avais besoin d'évoluer. Et du coup, j'ai l'impression que c'était quelque chose de très, très important pour toi. De soit créer de nouveaux liens ou soit couper des liens pour accéder à ton futur effet papillon qui, je l'espère, sera positif. J'espère aussi. Je pense que ça devrait le faire. Mais du coup, t'as un vrai sujet, un vrai pilier qui est l'entourage. Et je pense que tu mets même l'amitié au même niveau que l'amour, j'ai l'impression un peu. C'est même pas au même niveau, parce que pour moi, l'amour, c'est vraiment tout ce qui est au-dessus. Ouais, vraiment, c'est indétrônable. Pour moi, c'est tellement je parle en ordre le but d'importance. ultime. Mais c'est important, les amitiés. Moi, par exemple, plus important que je limite le pro. Enfin, ouais. Tout ce qui est relation humaine est hyper important de toute façon pour moi. Mais je trouve qu'on néglige les amitiés et la qualité de nos amitiés plus qu'on néglige la qualité de notre amour, tu vois. Et je pense que c'était un des process qu'il fallait que je fasse. Je le fais en parallèle avec le travail. Mais c'est même plus général que l'amitié. En fait, j'ai complètement changé. On parle d'effet papillon, mais je vois vraiment ce truc de cocon. Tu sais qu'on se crée une espèce de cocon, de carapace dans laquelle on est bien. À un moment, il faut éclore. Et c'est tout cet enchaînement qui a fait qu'on arrive à être un papillon, tu vois. Et je pense qu'une fois que le papillon, il est au top et qu'il pense qu'il a plus rien à remettre en question, bam, il redevient cocon pour redevenir un papillon encore plus grand, tu vois. J'ai cette image d'espèce d'expansion qui finit jamais parce que tu peux renouveler ce cycle autant de fois que tu changes. Et je pense que j'ai trouvé mon équilibre maintenant sur l'amour, mais l'amitié avait déjà commencé bien avant l'amour. J'ai eu cette remise en question de je dis non au type d'hommes qui me vont plus. Pour le taf, j'ai pareil, ça fait 1 an et demi que vraiment je crée moins de contenu et je fais plus de partenariat. Donc j'ai eu cette absence de revenus ou de motivation parce que j'avais tellement changé que ce que je faisais avant n'est plus ce que je ferai plus dans le futur. Et donc, il n'y a pas de raison que je n'ai pas appliqué ce changement que j'ai eu à l'amour, à l'amitié. C'est-à-dire que quand j'avais rencontré, j'ai eu une première, on va dire, vague d'amis que j'ai gardé longtemps au lycée jusqu'à mes quasiment 30 ans. Et à un moment donné, l'amitié s'est brisée parce que ça n'allait plus et on avançait dans des différentes directions. Là, j'ai eu un nouveau groupe d'amis qui est venu par la suite, dont une amie même que j'ai retrouvée de longue date. Et en fait, je les ai rencontrés à un moment de ma vie où j'avais une certaine énergie, où j'étais complètement en phase avec ces filles-là, où je me sentais bien, où je me sentais épanouie dans cette amitié. Et en fait, au fur et à mesure où j'ai changé, donc j'ai commencé à me remettre en question, même professionnellement, tout a commencé à s'effondrer. Et au moment où je te disais justement où je suis restée seule, j'ai changé. Je me suis redécouvert. Donc en fait, mon système de valeurs s'est renouvelé, ma vision du monde s'est renouvelée, mes ambitions se sont renouvelés et ce que j'avais besoin dans une amitié s'est renouvelé aussi en fait. Mes besoins ont changé et en fait l'année dernière en décembre, c'est souvent en décembre que ça m'arrive, genre vraiment la période hivernale, t'es chez toi, t'es là en mode je suis seule, personne me comprend et j'avais vraiment des petits trucs qui me gênaient
Et en même temps, j'étais là en mode, est-ce que je suis à ma place dans ces amitiés? Donc en fait, on a eu plusieurs anniversaires, des événements où j'essayais vraiment d'embrasser le moment et d'être en mode, ok, je vais passer un bon moment, mais j'avais T'as comme une senti que petite c'était voix plus dans ma... le- Ouais, j'ai senti de me dire, t'es en train de te demander ce que tu fais là. T'es en train de rigoler, de faire ton petit clown, de rigoler, mais au fond de toi, t'as pas envie d'avoir ces conversations-là. La remise en question amicale, je trouve qu'elle est rare et dure. Ouais. Il y a peu de personnes qui se le font et tu sais, on a l'impression que ça fait plus de 10 ans. Ouais. Bah oui, c'est toute la vie du coup. Mmh. Alors que pas forcément, des fois, comme tu dis, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme une histoire d'amour. Ça évolue, on n'a plus les mêmes envies, on n'a plus les mêmes délires, on n'a plus les mêmes attentes aussi de l'autre, etc. Comment tu définirais l'amitié? Mais juste, ça m'a fait sourire parce que je repensais à ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais, tu sais, t'as envie de voir une personne, mais t'as envie de rester seule dans une relation. En fait, une amitié, c'est une relation d'amour dans laquelle t'as pas besoin de te voir tous les jours. Ouais. Donc en fait, que ça soit en amour, si tu veux pas voir quelqu'un tous les jours, en fait, c'est quelque part, tu veux passer des bons moments et t'es bien avec la personne, mais pas assez bien pour l'avoir tout le temps. L'amitié, c'est plus facile, on va dire, de se contenter de rester ami avec des gens parce que tu les vois pas tous les jours. Donc tu te dis, même s'ils ont ce défaut ou ci ou ça, je vais quand même rester amie parce que de temps en temps, je passe des bons moments et cette personne, elle m'écoute, quoi. Donc je pense que il y a l'amitié et l'amitié. Je pense que maintenant, pour beaucoup, sans s'en rendre compte, l'amitié, c'est on a une dette amicale. On est ami avec quelqu'un parce qu'on est resté 10 ans ami avec cette personne, ou on le connaît depuis longtemps, ou il fréquente les mêmes lieux que nous, donc on va forcément le revoir. En fait, on est amis par quelque part une obligation, un contrat imaginaire, ou on a aussi cette amitié parce qu'on aime la personne et on aime comment elle nous fait du bien. On aime être écouté et on aime être compris, mais on l'aime peut-être pas pour ce qu'elle est aussi. Parfois, on aime être avec les gens pour les mauvaises raisons. Et pour moi, une amitié, c'est là où ça se rejoint et ça devrait être qu'un amour, c'est que tu devrais aimer la personne et être bien avec elle malgré ses défauts et sans condition, tu vois. Et quand je suis arrivée dans ces amitiés où certaines, j'avais l'impression d'être ou la grande sœur ou de vraiment que conseiller, de donner, et que la personne, elle me donnait des choses mais qui, au final, ne me nourrissaient pas, en fait. Et l'énergie de la personne ne me nourrissait pas. Et dans ma tête, je lui disais qu'un dixième de ce que je pensais vraiment. J'étais plus honnête avec cette amie. Je lui disais pas la réalité en face parce que j'avais peur de la blesser et je voyais qu'elle voulait pas changer. Et je me suis dit, mais c'est hyper égocentrique de vouloir que quelqu'un change par amitié. C'est-à-dire que moi, parce que j'ai changé, et c'est même pas que je suis mieux, j'ai juste changé. C'est-à-dire le changement, il n'est pas forcément vers le haut, il peut être juste se décaler, tu vois. En quel nom je vais dire à cette personne, t'es plus assez bien pour être mon ami parce que je suis comme ça? Non, je me suis dit, en vrai, c'est égocentrique. T'as juste changé. Cette personne-là, elle a ses convictions, elle a son manière de fonctionner et t'es pas capable de l'accepter telle qu'elle est. Si t'es pas capable de l'accepter telle qu'elle est et si t'as plus envie d'être en sa présence, tu dois couper le lien. Et c'est là où peut-être je l'ai fait de manière maladroite parce que je pense que c'est sain de plus vouloir être avec certains amis, vouloir prendre de la distance. Je leur ai dit, voilà, si nos chemins se recroisent, ils se recroiseront, mais pour l'instant, moi, ça me nourrit plus et j'ai plus rien à offrir. Je l'ai peut-être fait un peu de la mauvaise manière, parce que je l'ai fait un peu frontalement en message déjà et sur un groupe. Après, t'es quelqu'un de direct. Mais j'ai les qualités de mes défauts. C'est-à-dire que je leur ai donné peut-être la fin de cette relation de la même manière que je leur ai donné mon amour, c'est-à-dire de manière un peu brute et entière. Et donc, du coup, la rupture est faite, du coup. La rupture, c'est une rupture. Les ruptures amicales sont des ruptures. Hein. Clairement. La rupture est faite. Du coup, dans ta tête, tu te dis, actuellement, du coup, tu veux rencontrer de nouvelles personnes, dans le sens des personnes qui vont t'élever, ou entre guillemets, qui vont te donner un nouvel axe de développement. Ouais, j'aimerais bien des personnes qui ont des centres d'intérêt peut-être plus proches de ceux que je suis maintenant, tu vois, qui sont intéressés vraiment par la spiritualité, mais dans le sens aller dans la nature, faire des activités extérieures. Et je pense que j'ai besoin de voyager aussi. Tu vois, on a envie de partir à l'étranger, on a envie de s'ouvrir l'esprit. Donc en fait, je sais même pas si je vais rencontrer des amis qui, maintenant, tu vois, peut-être que je le ferai que quand on va se poser. Là, pour l'instant, le but, c'est de trouver un endroit du monde dans lequel on est bien. C'est quoi un peu ton actu maintenant ? Alors, mon actu, elle est... Ton actu ou tes envies ? Mes envies, on va parler d'envies d'Ambré. Pour l'instant, je suis vraiment dans une période de rien. Et ça fait du bien. Et je pense que ma mère m'avait dit ça. Ma mère, c'est ma plus grande source d'inspiration. L'année dernière, elle me dit, non, mais là, en fait, j'ai envie de rien faire. J'ai besoin de rien faire. Et c'est très dur de rien faire. Je dis, maman, t'es en train de me dire que rien faire est dur. Genre là, t'es en train de peindre, tu vas faire des pique-niques. T'es en train de me dire que ça, c'est dur. Elle me dit oui. Et en fait, là, je me suis confrontée à ça récemment. C'est-à-dire que quand tu décides de rien faire, c'est-à-dire rien, de plus poster, là, c'est la première fois que je poste aussi peu de stories, de vraiment plus produire, en fait, de même plus avoir cette pression. Allez, je dois faire des podcasts tous les semaines. J'en ai oublié une semaine, 2. Et du coup, t'es dans cette dynamique de vouloir faire. Mais là, j'ai été dans une dynamique
de rien faire et c'est OK de ne rien produire, de ne rien faire, de prendre un peu de poids, d'être moins en mode je vais faire du sport, je suis bien avec moi-même, etc. Et du coup, de se retrouver face à ses peurs, face au jugement des autres, de mais tu fais rien, mais du coup, c'est chelou. C'est exactement ce que j'allais te dire. C'est un peu, j'ai l'impression que la peur de rien faire, c'est surtout vis-à-vis de la société. Ouais. Parce que tout le monde s'active autour de toi. Et toi, tu fais, non. Et puis du coup, même, je me suis dit des fois, putain, du j'abuse. coup, t'es un peu marginal je suis flemmard, mais je pense que la société est faite pour qu'on s'arrête pas. Mais en fait, quand on s'arrête, on se remet en question. Est-ce que du coup, ce que j'ai envie de faire sur les réseaux, et ça, c'est aussi Batman qui me l'a dit plein de fois, il me dit, mais du coup, c'est peut-être pas le bon pourquoi, tu vois. Et ça s'affine. Je me dis, au final, je me disais que j'en avais juste marre et j'avais besoin de repos. Mais non, en fait, c'est que je voulais faire autre chose. Je pensais que je voulais faire ci, ça. Mais non, en fait, je pense que je suis en train d'affiner vraiment pourquoi j'ai envie de revenir sur les réseaux. J'avais une question sur justement ça, la création de contenu, etc. Est-ce que tu te reverrais demain dans un travail, on va dire, traditionnel, entre guillemets? Non, je pourrais pas, je pense. Toi, que je pourrais pas. Quoi qu'il arrive, ça sera les réseaux? Ouais, ça sera les réseaux. Si c'est pas ça, je t'ai dit, je te vais dans la nature, je suis même prête à travailler avec mes mains. Tu vois, genre aller essayer de faire un petit truc de production, de créer une marque ou de faire un truc. Mais toujours, tu vois, toujours entrepreneuse. Ouais, je pense que quand la liberté goûte, que ça offre. Alors, c'est un poids. Je pense que tout le monde n'est pas capable de supporter. J'ai ma mère avec qui je discutais justement, où je voulais la pousser à l'entrepreneuriat, ce qu'elle peint, à créer des choses. Et elle me dit, tu sais, ma fille, il y a des gens qui sont faits pour créer et pour mener, et il y a des gens qui sont faits pour être les petites mains. Et c'est pas péjoratif quand elle me disait, j'ai dit les petites mains, parce qu'en plus, elle parlait d'elle. Mais elle me dit, moi, je suis beaucoup plus confortable avec le fait d'aider les autres à créer des choses. Moi, ça me détend tu vois, j'arrive, je fais mon taf, je fais, et après, je suis tranquille d'esprit. Et pas puis, je prends du plaisir à faire, tu vois. En plus, elle est aide-soignante, donc elle s'occupe de gens, mais vraiment, je pense que c'est une question d'état d'esprit, et je pense que c'est aussi anxiogène de vouloir pousser tout le monde à être entrepreneur. Il y a des gens qui sont pas faits pour ça. Donc, on va finir sur un petit jeu que j'avais imaginé depuis très longtemps. Il vient de le refaire parce qu'il avait supprimé. La grosse balance. Après, j'ai plusieurs petits jeux pour les invités. Allez. Et toi, c'est si tu étais. Ok. Si t'étais une télé-réalité. Une émission, du coup. Mais qui existe? Je vais être relou, t'es la fille, le jeu dans le jeu, elle veut vraiment... Qui existe ou qui existe pas? Qui existe pas? Qui existe. Qui existe. L'amour est dans le pré. J'adore cette émission. Oh, j'adore l'émission. En fait, c'est humain. Si tu étais un animal. Un serpent. Pourquoi un serpent? Non, c'est pas bien le serpent. Un dragon. Je serais un dragon. Pourquoi? Parce que c'est pareil, c'est l'imagination. Genre, j'aime l'idée que tout est possible. Et que les dragons qui existent, c'est soi-disant pas vrai. Ouais, non, j'arrête, je vais pas prendre pour une... C'est pas en couille le podcast. J'ai réellement dit soi-disant pas vrai. Bon, c'est pas... Oui, t'arrêtes avec ça. Donc, bref, je t'expliquerai après. Le fait que ça soit pas possible, ben moi je trouve ça intéressant en fait. Genre pour moi, on a trop de pensées limitantes. Donc tout est possible. Être un dragon, c'est un animal, c'est possible. Et pour pouvoir voler genre, aussi. T'aurais pu être une licorne aussi. Ouais, je voulais nous voler, mais je trouve que les oiseaux c'est éclaté. Ok. C'est ma deuxième réponse. Les oiseaux, c'est éclaté. C'est éclaté. C'est perfide. Si t'étais un aliment. Un aliment? Je serais une mangue. Si t'étais un sentiment. L'amour. Évidemment. Quelle question. Si t'étais un moyen de locomotion. Un dragon? Ça peut pas être un dragon. C'est pas un moyen de locomotion. Si, dans l'imaginaire. Il y a un dessin animé. Il s'appelle Dragon, le dessin animé. Mais oui, je serais un dragon. Mais en vrai, je serais un vélo, du coup. Au moins, ça pollue pas et c'est de la liberté quand même. Si tu étais une ville. C'est Cusco? Je serais Cusco, au Pérou. Parce que j'ai envie d'aller au Pérou. Je sais pas pourquoi ça m'appelle. C'est une vraie ville, Cusco? Cusco, ouais. C'est un dessin animé, tu sais. Oui, j'ai le dessin animé en tête, mais je savais même pas que c'était une ville. Faire une incruste aussi, là. En plus, c'est un de mes dessins animés préférés, Cusco. Bah voilà. Cusco! C'est là où le podcast doit se terminer en général. Moi, je trouve que c'est une belle fin. Et la dernière, si tu étais une star. Bah, je serais une étoile. C'est beau, je serais vraiment... Je pense qu'il faut redonner le mot star à star, tu vois. Je pense qu'être une star, c'est vraiment avoir trop premier degré. Ben ouais, je suis désolée, mais je le pense, tu vois. Je pense que vraiment, être une étoile, c'est être brillant, mais en même temps être rien et être conscient qu'on est tout petit face à des milliards d'étoiles. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
Si tu veux dire quelque chose, si on peut te retrouver quelque part, si on peut... Les dragons sont réels. Quoi Je dis, les dragons sont réels, je vais leur dire. Non, on peut me souhaiter rien. Souhaitez-moi du bonheur, hein. Souhaitez-moi de l'amour, souhaitez-moi de bien manger, souhaitez-moi d'être heureuse. C'est ce que je vous souhaite aussi, en vrai. Le bonheur. Et on peut te retrouver très prochainement, du coup, sur tes podcasts. Exactement. Ça fait 8 mois que je dis ça aux gens, mais bientôt. J'ai envie de dire why not, tu vois. Il faut y aller. Exactement. En plus, franchement, t'as des super sujets maintenant avec Batman. C'est vrai, merci. T'es une source d'inspiration. T'as sorti 4 podcasts, j'en ai sorti 16. T'es une plus grande inspiration podcast que moi. T'as sorti combien en tout? 16. Ça va. Ouais, c'est vrai, ouais. En 2 ans. Non, L'important, c'est de s'y mettre. Et toi, on peut te souhaiter quoi? Moi, elles sont dures tes questions, t'es là, papa. Ça, moi, je suis pas... Hein? Ok. Moi, j'étais pas prête aussi pour cette question. C'est vrai, je viens de me rendre compte en le disant. Moi, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Que le podcast marche toujours. On peut me souhaiter de bonnes vacances aussi. Ouais. Mais quand le podcast sera sorti, je serai déjà de retour de vacances. Et de l'amour. Toujours de l'amour. Toujours de l'amour. Il faut toujours souhaiter de l'amour. Mais oui. Et en amitié, en tout. Et que je prenne autant de plaisir dans tout ce que je fais le plus longtemps possible. C'est beau. Je fais tout avec du plaisir, donc il faut que ça continue. Eh bien, merci beaucoup. T'as aimé le podcast? J'ai adoré. Cool. À bientôt, j'espère. Hyper formel, tu sais. Au revoir. Merci, au revoir.